Allez, place à notre invité, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Nous allons savoir pourquoi, justement, ce parti a signé l'accord du 31 décembre après moult caprices, comme d'aucuns l'ont qualifié. C'est tout de suite. Voilà, Jean-Jacques Mamba qui va... Faut arrêter avec ça. Voilà, notre invité est confortablement assis. Bonjour Jean-Jacques Mamba. Bonjour. Vous êtes porte-parole du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui, comme d'aucuns le disent, continue à régenter tout à partir de sa prison de la Haye. Et c'est vrai, parce que finalement, c'est à cause ou grâce à lui que vous avez signé l'accord du 31 décembre. Mais il a donné l'impulsion nécessaire. C'est aussi une preuve que notre parti est un parti qui fonctionne et qui est démocratique. Donc je pense que ce que lui, il a dit fait partie des contributions en tant que président national. Nous avons eu des discussions au niveau de notre bureau politique. Nous avons levé l'option d'aller à ce dialogue. Nous avons levé l'option d'émettre des bémols quant à la signature, finalement en raison de quelques préoccupations qui étaient majeures. Bon, ces questions ont été réglées et le président national nous a incité, si vous voulez, nous a encouragés, nous ainsi que le Front, dont le MLC et le Front, à signer l'accord pour l'intérêt national. Donc Jean-Pierre Bemba est encore président du MLC depuis là où il est. Oui, parce que l'article 47 de notre statut prévoit qu'il ne peut pas exercer ses fonctions en cas d'empêchement définitif. Donc jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie de la présomption d'innocence et il exerce, comme tout président national, ses fonctions, le président de parti. Donc une fois condamné, c'est là que vous verrez qui pourra prendre la direction du MLC, c'est ça? S'il est condamné définitivement, effectivement, les statuts vont s'appliquer, mais je pense très bien que les choses vont s'arranger prochainement et nous espérons vraiment qu'il soit avec nous parce que nous avons besoin de lui. Très bien, mais la question c'est pourquoi ce tango? Le MLC signe pas, Bazaïba droit dans ses bottes dit on ne signe pas, le lendemain, sinon quelques heures après, sur Top Congo, c'est Jacques Njolu qui intervient pour dire nous allons signer, on ne va pas faire beaucoup de problèmes pour rien, nous avons négocié cet accord. Le lendemain, Bazaïba revient pour dire je suis la secrétaire générale de ce parti, on ne signe pas. Quelques jours après avoir rencontré la Senco, mais également vos amis du rassemblement, bon, vous signez, vous ne signez toujours pas. Et puis Jean-Pierre Bemba qui fait lire à F. Bazaïba ce document pour vous dire voilà, vous devez absolument signer. Pourquoi tout ce tango, hein? Pourquoi avoir tenu en haleine la population? Non, je pense que nous sommes un vrai parti de débat. Il y a vraiment un débat au sein de nos différentes structures. Effectivement, il y a une partie des personnes qui voulaient qu'on signe, il y a une partie des personnes qui ne voulaient pas. Le débat a eu lieu, le président a donné son avis et finalement, il a plu à la secrétaire générale de signer suivant l'impulsion du président du parti national. Donc c'est le président qui est majoritaire, finalement. Ceux qui lui, un seul individu, il est majoritaire. Non, vous avez bien suivi le sens de son courrier. Il a parlé d'encouragement. Cela veut dire qu'il a rejoint la position des personnes qui pensaient que nous devrions signer. Les mots ont été soigneusement choisis. Voilà, hein, enfin, voilà. Encouragement, Voilà. Ça voulait dire aussi, bon, vous devez une obligation. Non, ça c'est caricatural. Il a dit j'encourage le Front parce que le président Jean-Pierre Bemba n'est pas président du Front. Donc il encourage le Front et il encourage le MLC à se surpasser. Se surpasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et pour en venir très rapidement, l'accord a été signé, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Vous comprenez très bien que ce n'est même pas nous qui compliquons les discussions. Ce qui a été le plus dur à faire, c'était signer cet accord. Mais dès lors que les préalables n'étaient pas remplis, vous voyez très bien que les tergiversations, les exercices autour des arrangements en particulier sont beaucoup plus compliqués que la signature de l'accord lui-même. Nous avions vu ça déjà. On ne peut pas le dire puisque nous sommes encore à moins d'une semaine depuis qu'on a commencé les travaux sur l'arrangement particulier. S'applique. Comprenez très bien que ça fait 2 semaines. Mais vous avez laissé vous-même ouvert une espèce de brèche. C'est que bon, il devait. Monseigneur Ambon l'a dit, on n'applique rien sans arrangement particulier. Et voilà. Mais voilà, je vous dis que ce n'est pas aussi facile que cela. Et j'ai l'impression que la majorité présidentielle veut tourner l'opposition en bourrique, notamment le Rassemblement, parce que c'est au niveau des arrangements en particulier, alors que la signature est déjà obtenue au niveau de l'accord, que les choses se compliquent. Je dis bien qu'elles se compliquent dès lors que bon, la majorité demande qu'on ait 7 candidats Premier ministre, l'opposition, le Rassemblement, on va dire, dit qu'elle va donner un seul candidat. On est en train de perdre le temps, mais en même temps, ce qu'on oublie, c'est que ce gouvernement où cet accord vise quoi? Cet accord ne vise qu'une seule chose, assigner au gouvernement de la République l'obligation ou l'objectif de réaliser les élections dans les délais, c'est-à-dire le délai convenu dans l'accord. Mais là, nous sommes en train d'entamer ce délai. Parce que finalement, qu'est-ce que moi j'observe en tant qu'analyste politique? J'observe que les priorités se sont déplacées.
Maintenant, nous sommes en train de tergiverser autour de qui va faire quoi, raison pour laquelle le président national nous a demandé, nous a encouragé de nous surpasser, parce que nous prétendions légitimement, de par notre représentativité parlementaire, que nous pouvions diriger le comité de suivi. Mais on a compris que nos amis ne voulaient pas entendre cette affaire, donc on a laissé tomber, parce qu'on s'est dit, comme notre objectif final, c'est de faire respecter la Constitution et d'aller aux élections très rapidement, nous nous sommes retirés de tout ce qui bloque. C'est-à-dire, nous avons concédé la présidence du comité national de suivi, nous ne sommes pas au gouvernement, donc nous ne discutons pas par rapport au poste, nous nous sommes sacrifiés parce que nous estimons que ce n'est pas notre priorité, nous allons diriger ce pays après les élections. Mais nous disons maintenant que pour les 9 mois, 10 mois ou 11 mois qui nous restent, il faudrait que les personnes soient conséquentes, que ce soit celles qui ont signé l'accord de 18, c'est-à-dire, ici je parle de M. Boussa, M. Badib, ainsi de suite, et le rassemblement qui n'a pas, entre guillemets, signé comme nous devons être conséquents pour savoir la crise de légitimité. Ce n'était pas une crise de partage de gouvernement, c'était une crise qui était liée à l'échec d'organisation des élections, et que plus on discute, plus on perd le temps, nous allons vraisemblablement faire un glissement, un deuxième glissement, c'est-à-dire dépasser la date de décembre 2017, ce qui serait quand même fatal, parce que nous allons perdre notre capital confiance. Cela a été entendu de toute façon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, Jean-Jacques Mamba, à ce que, enfin, c'est dans les textes que nous avons lus quand nous étions encore élèves, chasser le naturel de la classe politique congolaise, des politiciens congolais, eh ben, ça là revient au galop. C'est-à-dire, bon, on brandit le peuple, mais au final, c'est se retrouver, se positionner qui compte pour les politiciens congolais. Qui a orchestré cette affaire? Pour qu'on en arrive là, à ce que vous appelez chasser le naturel, il a fallu que le président de la République et son équipe n'eût organisé les élections dans les délais. Donc vous avez eu 5 ans pour les affaires. On a déjà dépassé, vous le savez. La raison pour laquelle je vous dis, nous avions un accord dans lequel il est prévu que M. Kabila, à la fin de cette année, il doit quitter le pouvoir. Donc notamment, il y aura 90 jours pour convoquer le corps électoral qui ne sera pas candidat à sa propre succession. C'est écrit dans l'accord. Donc ça, c'est déjà un acquis. Donc ça n'a pas servi à rien, tout ce que nous avons fait comme démarche. Mais maintenant, le problème, c'est l'application. Et au niveau de l'application, comme je vous le dis, nous, en tant que MLC, dans la constance que vous pouvez nous reconnaître, je l'espère, nous avons dit dès le départ que nous ne sommes pas intéressés de partager le gouvernement de M. Kabila. Vous insistez là-dessus, mais est-ce que tout le monde... Combien de partis connaissez-vous qui ont la prétention légitime ou qui ont le droit légitime d'exiger des postes ministériels et qui en refusent? Depuis que l'histoire de ce pays a commencé, vous en avez... Citez-moi un seul. Pour une fois, le MLC se place... Non, pas pour une fois. Bon. Cela a toujours été le cas et c'est notre ligne... au-dessus de la mêlée, c'est notre ligne depuis 2013, je vous le dis. Depuis 2013, nous avons gardé cette ligne. Ceux qui l'ont fait à titre individuel... Il n'en était pas le cas en 2003, quand vous négociez l'accord dit des cascades. Vous étiez le seul avec le gouvernement. Voilà toute la différence. Nous sommes arrivés à 1+4. Nous avons participé aux institutions. Et cet accord prévoyait que plus jamais dans ce pays, nous pouvions accéder au pouvoir par ce genre de méthode ou par ce genre de conciliabule. Parce que là, c'était quoi? Des belligérants qui s'entendent à un certain moment, se disent on se partage le pouvoir et nous amenons le pays sur le chemin de la démocratie. Donc si M. Kabila a échoué et que nous devons revenir à parler, nous disons, M. Kabila, nous, depuis 2006, on a pris l'engagement que nous allons gagner le pouvoir parce que nous nous sommes mis en parti républicain, nous allons gagner au Parlement et nous deviendrons entre guillemets, gestionnaire de pays, par le fait des urnes. Donc, nous sommes restés sur cette ligne-là, 2006, 2011, aujourd'hui 2016. J'attendais de vous des félicitations, parce que comme je vous le dis, nous sommes en droit légitime de réclamer des postes au gouvernement, mais si nous ne l'avons pas fait, parce que nous considérons que ce n'est pas une priorité, et si le fait de partage va occasionner un deuxième glissement, nous interpellons la classe politique, signataire comme non signataire, notamment le Rassemblement, de faire très attention parce que nous perdrons notre capital confiance et nous allons finalement décevoir cette population qui a donné sa vie pour le respect de la Constitution, bien que c'est une priorité, mais il y a des corollaires, c'est-à-dire le bien-être, regarder l'état des routes et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une situation où il faut qu'il y ait un vrai pouvoir, pas un pouvoir de consensus, mais un pouvoir qui est issu d'une majorité parlementaire qui a convaincu par un programme. Et nous voulons aller vite vers ce chemin-là, comme ça nous le MLC avec notre programme ficelé. Nous allons présenter une alternative crédible, je pense qu'elle l'est vraiment. Nous allons gagner, nous aurons notre Premier ministre ou notre président de la République. Et voilà, nous allons corriger ce qui a été mal fait pendant 15 ans. Mais je dis, ma foi, il faut absolument, alors je dis bien absolument, qu'on arrête de déplacer la priorité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kabila, le chef de l'État, est devenu au-dessus de la mêlée. Il est en train de regarder ou d'observer la classe politique s'entre-déchirer pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi le problème, c'est les politiciens congolais qui sont comme ça. Pour éviter qu'il emploie cette rhétorique, nous devons montrer à M. Kabila et à la majorité que nous sommes conséquents. S'il y avait même des possibilités, on pouvait réduire les gens au Parlement, réduire le Sénat, pour dégager les moyens nécessaires d'atteindre l'objectif rapidement. Si on ne réduit pas le nombre, on pouvait aussi s'engager de manière très nationale, très patriotique,
de réduire les émoluments des députés, réduire les émoluments des sénateurs, de manière à dégager le maximum de moyens et permettre au MLC d'aller aux élections et de les gagner. Je ne sais pas si MLC, ça peut être notre normal, parti. Mais je veux dire, c'est une manière de parler pour vous dire que nous, nous sommes demandeurs, nous avons soif des élections. Et nous voulons qu'elles se tiennent le plus rapidement possible. Les élections, rien que les élections pour le MLC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part le fait pour vous de signer et de participer au contrôle, on va dire, à la régulation de cette espèce de transition, le MLC n'entrera pas, alors pas du tout dans le gouvernement. On ne retrouvera pas Jean-Jacques Mamba ou quelqu'un d'autre du MLC dans le déjà, il ne faut pas personnaliser. Si vous retrouvez un membre du MLC, vous allez le chasser du parti. Non, ou du Front, qui se retrouve dans le gouvernement, je peux vous assurer ici que ce sera une démarche personnelle qu'elle pourra qualifier de patriote. Elle n'engagera que la personne. Je pense que nous sommes un parti libre. Sera-t-il chassé du parti comme l'ont été le Louaka et Kambiga? Chassé du parti, je ne pense pas. Parce qu'en fait, M. Louaka n'a pas été chassé du parti. M. Kambing et M. Gouaké se sont auto-exclus pour s'être mis en marge de la ligne politique du parti. Votre ligne politique, c'est quoi? C'est de ne pas participer au gouvernement. Mais celui-là, il sera chassé, enfin, il va s'auto-exclure. Voilà. Vous avez trouvé le bon. Le MLC ne participera pas au partage du gâteau. Non, nous ne sommes pas intéressés. Vous n'êtes pas intéressés. Non, et puis, voilà, regardez l'expression. Vous parlez de gâteau. Et effectivement, c'est considéré comme un gâteau, c'est considéré comme une prime pour sanctionner M. Kabila qui avait mal géré. La seule manière de le contrôler, c'est d'entrer dans les institutions et mieux le contrôler ou mieux contrôler la majorité. Donc, c'est une prime de l'insuffisance de notre gouvernement que de rétribuer des postes en vertu d'aucune majorité parlementaire, parce qu'en réalité, les choses n'ont pas été bien faites. Et encore une fois, le seul responsable, c'est M. Joseph Kabila et son gouvernement. Ça, c'est votre rhétorique. Mais c'est la rhétorique la plus simpliste, mais celle qui traduit la réalité la plus profonde. Normal, de la bouche d'un opposant, on ne peut qu'entendre ça, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Alors, vous vouliez entendre autre chose? Non, tant mieux. D'accord. Alors, on va poursuivre avec cette question. Pour vous, pour qu'on puisse dépasser cette espèce de querelle byzantine à laquelle on assiste au centre interdiocésain, 7 noms, non, un seul nom, 3 noms, 15 membres, pas 15, 11. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est comment dire, la petite idée que le MLC peut avancer pour que les choses déjà, il faut hiérarchiser les priorités. Pourquoi nous sommes arrivés à cet accord? Parce qu'il y avait un besoin d'élection qui n'a pas été organisé. Et quelle est la clé ou quelle est la clé de chaque fois l'histoire. Non, je vous dis quelque chose. Quel est au fait le soubassement de l'organisation? C'est le timing. Donc, si pour nous, la priorité, ou pour le rassemblement, ou pour la majorité, le temps qui nous reste par rapport à l'accord signé devient une priorité, nous allons régler. Parce que finalement, il me semble bien que dans ces discussions, le temps pour lequel nous nous sommes convenus d'organiser des élections n'est plus une priorité. Ce qui devient une priorité, c'est ce que nous allons gagner des efforts consentis. C'est parce qu'en votre fort intérieur, vous tous, vous savez qu'on ne tiendra pas le délai de décembre 2017. Le MLC est parti même des propositions pour organiser des élections en avril. Techniquement, ça n'a pas été possible. Nous avons signé sous réserve pour le maintien du président de la République comme chef de l'État. Vous également, vous avez signé sous réserve? Oui, on a bien marqué. On a bien marqué que nous émettons des réserves pour ce point-là, bien précis. Donc, je suis en train de dire que pour que ça fonctionne, parce que c'est cela votre question, il faut qu'à un certain moment, que tous ceux qui dialoguent, ceux de la majorité, comme ceux du Rassemblement, qui se disputent les postes, puissent hiérarchiser la priorité et de savoir que c'est d'abord le temps qui est une priorité et qu'effectivement, parce qu'ils ont eu la prétention de gérer ou de co-gérer pour mieux faire les choses, que cette prétention vient après le timing pour organiser ces choses. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que s'il n'y a pas accord sur la répartition, il ne faudrait pas que ça impacte le temps convenu. Il ne faudrait pas. Mais puisque vous avez déjà signé, acté qu'il faut un gouvernement de co-gestion, on va se partager les responsabilités. Il faut forcément qu'on discute de qui va prendre quoi. Mais il faut le faire de manière très pragmatique et avoir le sens du sacrifice. Ce que je vous ai expliqué, y a-t-il insuffisance de bonne volonté de la part des uns et des autres? Surtout dans le chef de la majorité, oui. Parce que je ne vois pas pourquoi on va demander 7 candidats Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Rassemblement devait présenter 7 candidats? Et pourquoi est-ce que Parce qu'en réalité, nous sommes dans une logique... candidats, puisque les 7 viendront forcément du Rassemblement. Non, nous sommes dans une logique où l'accord dit qu'il sera choisi, il sera proposé par le Rassemblement et le président de la République va nommer. Un Premier ministre, un seul candidat? C'est ce qui a été dit? Écoutez, laissez le Rassemblement s'organiser et présenter le nombre de candidats qu'il veut. Ce n'est pas la majorité d'imposer au Rassemblement le nombre de candidats qu'il faut. Si le Rassemblement veut proposer un candidat, tant mieux. 2 candidats, tant mieux. 3. La liberté revient, je veux dire que c'est l'accord consacre
cette responsabilité pourquoi ne pas à la prendre, majorité pourquoi ne et pas prendre la au majorité au mot rassemblement. et présenter ces 7 candidats et on passe, parce que focus c'est sur les Parce que élections. nous savons très bien comment ça fonctionne et nous savons comment les partis ont été dédoublés. Lorsque le président de la République aura la latitude de choisir le moins bon ou le plus faible ou celui avec lequel il peut mieux s'entendre pendant cette petite période, il choisira celui-là. Alors qu'en réalité ici, le président de la République devrait considérer que c'est une faveur que de le laisser continuer encore une année. Donc par rapport à cette faveur-là, il doit laisser la latitude à ceux qui vont gérer ce gouvernement de se choisir le chef que eux veulent, Alors, pas celui que lui va choisir. Très bien. Alors, sortirons-nous de l'auberge d'ici le 21 avec ça, avec ces positions voilà, figées, sortirons-nous de l'auberge? Attendez. Puisque les évêques disent on ne dépasse pas le 21. Vous m'avez posé une question sur le rassemblement, je ne suis pas porte-parole du rassemblement. Pour éviter ce genre de vous discussion... Vous ne prenez pas aux discussions non, sur l'arrangement particulier. Pas en ce qui concerne le gouvernement. Nous ne participons pas. Nous ne participons que aux discussions qui concernent le comité de suivi parce que nous aimerions bien contrôler... Vous êtes aussi analyste, vous l'avez dit tantôt. Voilà, mais donc, c'est par rapport à cela que je vous ai répondu. Mais je ne suis pas leur porte-parole. Je suis en train de lancer des vœux que vous pouvez émettre, de dire, écoutez, les amis, nous devons avancer. Il y a un délai convenu pour l'organisation des élections, c'est décembre 2017. Faisons en sorte que ces discussions n'impactent pas sur ce délai-là. Et s'ils vont entendre, tant mieux, ça va de leur crédibilité. Très bien. Voilà, il nous reste encore quelques bons boutons. Maintenant que vous avez accepté de prendre une vice-présidence du Comité national de suivi de l'accord, qui sera dirigé par Étienne Tshisekedi, ça sera quoi le projet du MLC, si on peut le savoir? Quel rôle le MLC va jouer dans cette... Écoutez, il faut lire le cahier de charges, il faut lire le règlement intérieur de ce comité national de suivi. C'est déjà... Oui, il y a déjà un projet c'est-à-dire que c'est un organe d'appui à la démocratie qui va suivre scrupuleusement l'application ou veiller à ce que l'application de l'accord soit effective. Donc cela va se faire par des recommandations. Nous savons que nous avons un organe qui contrôle de manière constitutionnelle l'exercice au niveau du gouvernement. Ce Parlement va continuer à faire son travail, mais à notre niveau, nous allons faire des recommandations et à la CENI et à la présidence de la République et au gouvernement et au Parlement pour que l'accord soit scrupuleusement suivi. Donc nous allons au fait en réalité jouer le rôle de sentinelle pour que les choses se passent telles que convenu. Et si les choses ne se passaient pas tel que convenu? Par exemple, si on n'est pas capable d'organiser les élections, les faits sont là et prouvent qu'on ne peut pas organiser les élections d'ici au mois de décembre. Vous, MLC, vous adopterez quelle attitude? Mais écoutez, nous sommes en train de travailler pour que cela se passe correctement. Maintenant, s'il arrive que, pour une raison, alors j'espère vraiment technique, que nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections en décembre et qu'on peut glisser d'un mois ou de 2 mois maximum, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si par le suivi que nous allons faire, nous constatons qu'il y a une connivence, comme cela a été le cas depuis 2011, entre la CENI et le gouvernement pour que ces élections n'aient pas lieu dans les délais, alors nous prendrons nos responsabilités parce que nous savons très bien que la CENI a souvent manigancé pour créer des moments élastiques, vous dites? Vous claquerez la porte du Conseil en ce moment-là? Non, vous n'allez quand même pas anticiper. Je dis nous prendrons notre responsabilité. Cela ne veut pas dire que nous allons quitter. Je pense que le règlement intérieur prévoit des mécanismes de contrôle, des mécanismes coercitifs. Nous allons nous appliquer en rapport conformément, je veux dire, à notre réglementation. Mais je veux dire qu'on ne va pas laisser passer les choses comme ça. Si nous acceptons de nous sacrifier, de ne pas aller au gouvernement, c'est effectivement pour donner la chance à ce pays d'avoir des vraies élections auxquelles nous allons participer pour gérer correctement ce pays. Quelle sera la force de recommandation du Conseil? Qu'est-ce qui fera sa force pour que, ma foi, ces recommandations aient un certain pouvoir, on va dire? Bon, déjà, au niveau de l'exécution, nous avons le rassemblement qui aura la primature. Donc je veux dire que le Conseil va appuyer finalement les efforts du rassemblement dans le sens de faire respecter l'accord. Donc je veux dire qu'en ce moment-là, les recommandations iront dans le bon sens. Mais attention au rassemblement, parce que si effectivement le Premier ministre qui est là ne fait pas les choses correctement, il peut compter sur nous pour le réprimander. Ça veut dire que, excusez-moi, la force provient de l'accord, parce que c'est l'accord qui détermine finalement l'essence ou les différentes prérogatives de ce Conseil, et nous allons nous en tenir là. Alors, l'accord chamboule, on va être d'accord avec ce que je veux dire, je l'espère, chamboule un peu les dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre va être issu de la majorité au Parlement. Ça ne sera pas le cas, puisque l'accord dit c'est du rassemblement, donc forcément de l'opposition. Alors, quelle est la valeur juridique de l'accord du 31 décembre et qu'est-ce qui a primeur sur l'autre entre la Constitution et l'accord?
Au fait, les craintes sont fondées, et la question est tout à fait pertinente, dès lors que l'on considère que le chef de l'État n'a pas respecté le compromis national qu'est la Constitution. On peut se poser la question légitime de savoir pourquoi respecterait-il un accord. La base de l'accord, c'est la bonne foi et c'est l'engagement des partis. Vous savez, l'accord de Sun City nous a conduit au 1+4 et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas de valeur juridique substantielle, mais il y avait de la bonne foi et l'engagement et la personnalité des signataires. Nous sommes un parti qui respecte ses engagements. Le MLC respecte ses engagements. Donc, en apposant notre signature, nous allons respecter scrupuleusement nos engagements. Et nous prenons le peuple à témoin qui verra dans quel chef il y a de la mauvaise foi et pour quelle raison cette mauvaise foi s'applique alors qu'il y a un accord qui est déjà signé. Et je pense très bien que si la majorité qui nous a conduit à avoir des accords en lieu et place de respecter scrupuleusement la Constitution fait un manifeste ou manifeste de la mauvaise foi, mais nous allons le décrier comme nous le faisons d'habitude et il en portera la seule responsabilité. Alors, entre l'accord et la Constitution, qu'est-ce qui a primeur sur l'autre? Mais c'est la Constitution, bien entendu. Et si la Constitution permet le référendum, comment l'accord pourra-t-il l'empêcher? La Constitution, il faut bien relire cette Constitution. La Constitution est verrouillée via l'article 220. Ça veut dire que si nous voulons déverrouiller cet article, il faut faire une autre Constitution. Il n'y a pas de référendum sur les questions verrouillées. Bon, très bien. Le référendum ne concerne que les questions qui ne sont pas verrouillées dans la Constitution, raison pour laquelle il y a un verrou. Maintenant, si on veut lancer un référendum pour faire une nouvelle Constitution, ça c'est une autre question, mais dès lors que nous n'avons déjà pas eu les moyens pour faire des élections, je ne vois pas comment on va faire un référendum qui permettra simplement à M. Kabila de rester au pouvoir. Donc, on ne peut pas résoudre son problème de manière individuelle, nous devons rester dans les principes. Donc, si je vous comprends très bien, si je vous ai bien suivi, un référendum reste toujours possible pour poser la question au peuple de, voilà, voulez-vous qu'on continue avec cette constitution, qu'on la change? Mais cette question quelle est la peut possibilité? Il y a un problème d'opportunité, il y a un problème de matérialisation. Faire un référendum suppose qu'on met des kits et que tout le monde doit voter. Ouais. On a besoin de ces kits-là pour aller aux élections présidentielles. Nous ne sommes pas dans ce pays pour résoudre le problème de M. Kabila ou de sa continuité au pouvoir. Nous sommes dans ce pays pour faire respecter le principe de l'alternance. Mais ça pourra permettre la consolidation. S'il n'y a pas opportunité de changer cette constitution, parce que ce n'est pas opportun, nous n'en avons pas besoin, nous voulons la garder. D'ailleurs, tout le combat de l'opposition se cristallise autour du respect de la constitution, donc il n'y a pas opportunité. Mais matériellement, vous avez la question est la suivante. Pour objectif, matériellement, est-ce que les gens veulent la constitution ou veulent les élections? C'est la question. Est-ce que les gens veulent un référendum ou les élections? Mais les gens veulent effectivement qu'il y ait des élections. Donc je ne vois pas pourquoi on va organiser tous les moyens de l'État pour faire un référendum alors que nous sommes en crise parce qu'il n'y a pas eu élection. C'est tout à fait incongru. Donc prenons les choses telles qu'elles sont venues. Les gens ne sont pas morts parce qu'ils voulaient un référendum. Les gens sont morts en janvier, les gens ont protesté, les gens sont arrêtés parce qu'ils ne parlent que de cette constitution votée à 85% par les Congolais. Dites-moi où est l'opportunité de la changer? Pour résoudre le problème de M. Kabila? Non, écoutez, soyons sérieux. Donc, le problème, il n'y a pas opportunité, on ne bouge pas la constitution, mais nous sommes derrière l'alternance et il faut que l'accord soit appliqué pour que cette alternance soit effective. On ne bouge pas la constitution, ça veut dire que là, c'est l'accord qu'on applique tel qu'elle est. Voilà. L'accord a eu aussi pour objectif de respecter la Constitution. Donc, du coup, l'accord prend un peu de l'ascendance sur la Constitution. Non. Qu'est-ce que l'accord dit? Mais même lisez les préambules de l'accord. Dans le strict respect de la Constitution. Je crois que l'accord se fonde sur le respect de la Constitution et les différents égarements, notamment, comme vous l'aviez dit, le Premier ministre qui serait issu de l'accord, sont du fait de l'irresponsabilité de nos dirigeants politiques qui nous ont conduits dans cette situation. Ouais. On n'aurait pas ces discussions si on avait eu les élections cette année, l'année passée. Donc je veux dire que nous sommes tous responsables de cet égarement. L'opposition, en toute petite partie, je vais dire peut-être 5%, je vais le dire comme ça, et la majorité à 95%, que nous ayons un accord qui, entre guillemets, dérange un peu la Constitution, mais qui finalement est un correctif. C'est pour, au fait, reconstruire l'État que nous avons pris cet accord pour revenir sur la norme qui est la Constitution. Bon, merci beaucoup Jean-Jacques Mamba d'avoir été notre invité. Vous êtes porte-parole du MLC. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, il est 13h, enfin 13h dans quelques 3 minutes. Vous restez assis à 3h. Dans quelques 3 minutes, vous retrouvez Gloria Mbouya pour donc, le journal. Elle sera à cette place. Et moi, je vous retrouve bien après pour le journal Chiluba qui sera présenté par Jean-Marie et Kazambo et la suite du programme. Bonne continuation de programme sur Télé 50.